Un autre regard sur le traitement des plaintes de plagiat en FAD ou comment tirer avantage du traitement des plaintes. Et si le traitement des plaintes de plagiat pouvait servir à l'amélioration continue tant de l'étudiant que de l'institution? Et si on faisait preuve de créativité par rapport au traitement des plaintes de plagiat? Et si le traitement des plaintes travaillait pour les étudiants et les institutions en améliorant la performance tant de l'étudiant que de l'institution d'enseignement? Voilà autant de questions que M. Mario Alain de la TELUC propose de répondre dans la prochaine communication. J'ai l'impression que nous allons entendre beaucoup de « et si ». Mario Alain est détenteur d'un baccalauréat en sciences physiques et d'une maîtrise en gestion de projet. Il a enseigné durant 7 ans au cégep de Trois-Rivières en informatique. Il a par la suite relevé d'autres défis en devenant consultant et chargé de cours dans diverses universités. En 2000, il est devenu chargé d'encadrement, tuteur au 2e cycle à l'Université TELUC, où il a siégé comme représentant des chargés d'encadrement sur différents comités de programme, à sa commission des études et plus récemment au comité de discipline, un comité qui a permis de réfléchir à une nouvelle utilisation des plaintes. Diplômé de l'Université TELUC, il a obtenu un certificat en études pluridisciplinaires, concentration droit, ainsi qu'un DESS en formation à distance. Et depuis plus de 15 ans, il baigne dans la formation à distance. Alors, M. Alain, nous vous écoutons. Merci de votre appui. J'ai enseigné pendant plusieurs années de temps en présentiel, mais ça fait 18 ans que je n'ai pas parlé à un groupe. Fait que si je fais des petites bévues, excusez-moi. Bon. Ça sera pas long. Bon, c'est ça, fait que moi, je me suis intéressé comment est-ce qu'on pourrait tirer avantage des plaintes, du traitement des plaintes des étudiants. Parce que j'ai siégé pendant 3 ans de temps comme membre du comité de discipline. Un comité de discipline, c'est un comité qui reçoit les plaintes du personnel concernant des étudiants, surtout à caractère de fraude, de plagiat et de comportement répréhensible. Donc, quand j'ai lu l'appel de communication pour le REFAD, il y a 2 mots, 2 phrases qui m'ont vraiment sensibilisé. Garder l'apprenant au centre de nos pratiques et des pratiques pédagogiques innovantes. Fait que moi, à travers les 3 années, j'ai siégé à la commission des études, au comité de discipline, j'avais un petit peu ça dans l'esprit. Je me disais, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces plaintes-là pour faire quelque chose de mieux avec ça? Un peu comment que le mode de récupération existe dans notre société actuellement pour des choses qu'on pense être des déchets, mais qu'on réussit à récupérer puis à faire soit de l'énergie avec, soit des nouveaux produits. Fait que je me suis dit, les plaintes, à quelque part, il y a peut-être moyen de récupérer ça d'une certaine façon. Fait que là, je vais, à travers mon exposé, j'ai un peu de difficulté, on dirait que ça ne fonctionne pas, monsieur le technicien. Ah, là, ça marche. Il faut regarder par là? Oui. Oui. Ah, je le tiens en envers. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, ben là, ça marche. Bon. Bon. Ça fait qu'au comité de discipline, l'image qui me venait à l'esprit, c'est que chacune des plaintes, on pousse sous un cube, puis ça frotte, puis c'est beaucoup d'efforts traiter une plainte. Personnellement, je me suis amusé à un moment donné à calculer, un estimé. Traiter une plainte concernant un étudiant, ça coûte certainement entre 3 000 et 5 000 par étudiant, parce que c'est tout un processus quasi judiciaire et c'est lourd. Fait que là, dans ma tête, j'avais, au lieu de traîner des blocs, serait-il possible de faire rouler ça? C'était ça que j'avais dans l'esprit. Et puis, là, je me suis dit, ici, on faisait preuve de créativité par rapport au traitement des plaintes de plagiat. Ici, le traitement des plaintes de plagiat travaillait pour nous, étudiants, institutions. Et si le traitement des plaintes de plagiat pouvait servir à l'amélioration continue tant de l'étudiant que de l'institution. Donc, c'est ça qui m'habite dans la recherche que je suis en train de faire.
et que vous allez participer, si vous le voulez bien. Fait que dans un premier temps, je vais vous exposer comment, en général, se fait le traitement des plaintes dans les maisons d'enseignement supérieur. Et ensuite de ça, je vais vous présenter un regard plus englobant, basé sur des notions de créativité et d'innovation. Et puis, pour l'idée de base, l'image de base, c'est que si vous avez déjà fait de la voile, un voilier, ça peut remonter face au vent. Il y a une technique de manœuvrer un voilier, puis on est capable de remonter un voilier sans moteur contre le vent. Et c'est un peu l'image qui m'a habité. Le vent, évidemment, étant les plaintes, le traitement des plaintes, le plagiat, la fraude. Fait que comment ça se fait, ça, qu'un voilier peut remonter face au vent? C'est parce que c'est un phénomène physique qui s'appelle la portance, c'est la même chose que les avions. La forme de la voile crée une force vectorielle qui s'appelle la portance et qui fait soulever l'avion et pour un voilier, le fait avancer même en direction du vent. Donc, vous avez la direction du vent sur la voile et la force qui est produite. Ça, pour moi, là, c'est les plaintes. Est-ce qu'on peut utiliser les plaintes à notre avantage? Fait qu'un comité de discipline, en général, ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez une composition, là, il y a souvent un membre de la gestion académique qui est le président du comité, comme le juge en chef ou le président, un ou des membres du corps professoral, un ou des membres professionnels d'encadrement, un ou des membres étudiants, une personne responsable de la rédaction d'un procès-verbal, du suivi auprès de l'étudiant fautif, qui est souvent quelqu'un membre de l'Ordre des avocats. Et puis, il y a des sanctions en fonction de la faute qui a été commise. Et puis, en général, l'étudiant peut présenter sa défense, et avec des documents ou pas, puis c'est avec ou sans appel. Voici la structure globale là, des comités de discipline dans les universités, et même collégiales. À la TELUC, le comité de discipline est encadré par un règlement, et à mon point de vue, à moi, c'est impeccable. C'est vraiment comme une cour de justice. Je vais vous montrer le document. Ça, c'est le règlement adopté par le conseil d'administration de la TELUC qui encadre le fonctionnement du comité de discipline. Donc, tout est défini, absolument tout. Qui siège là-dessus, le principe, puis là, je vous ai mis en jaune, c'est moi qui ai souligné ça, s'il y a une infraction relative à un comportement répréhensible, ça peut être un étudiant qui, lors de la passation d'un examen en surveillance, a eu un comportement répréhensible par rapport à la surveillante ou surveillant, l'a agressé, intimidé, etc. Il arrive toutes sortes de choses là-dedans. Là. Et puis, un autre aspect, c'est qu'à la TELUC, si un étudiant, le comité de discipline veut expulser un étudiant de l'université, c'est très rare, là, il faut que ce soit le conseil d'administration qui entérine cette décision-là. Donc, vous voyez, c'est très rigoureux. Qu'est-ce qu'une infraction? C'est défini. Ça peut même être une personne qui aide à commettre une fraude, c'est une infraction. Elle n'a pas fraudé elle-même, elle n'a pas plagié, mais elle a aidé quelqu'un d'autre, c'est considéré comme une infraction. Encourage quelqu'un à commettre l'infraction. Donc, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. S'il reste du temps à la fin, si vous voulez revenir là-dessus, je reviendrai. Ensuite, est défini tous les types d'infractions. C'est quoi une infraction? Et je peux vous dire, pendant 3 ans que j'ai siégé à ce comité de discipline-là, souvent, on allait consulter le règlement. Parce qu'on était embêtés sur ce qui se passait. Ça nous guidait. Les sanctions sont définies également. Puis là, évidemment, c'est le comité de discipline qui décide, à la lumière de la preuve présentée, la sanction qui devrait être appliquée. Et puis, bon. Qui peut déposer une plainte? C'est toute personne en autorité à l'état de l'université. Un tuteur, un chargé d'encadrement, un professeur, un membre de la gestion académique peut déposer une plainte qui va être analysée par le comité de discipline. Et en premier lieu,
il y a une personne, un professionnel à la TELUC, qui va faire enquête. Il y a une personne en autorité qui dépose une plainte, mais il y a quelqu'un à la TELUC, il y a un premier regard qui est posé là-dessus à savoir est-ce que la plainte est fondée ou pas. Puis si la plainte semble fondée, il y a un enquêteur qui va vraiment aller fouiller la plainte, aller questionner l'étudiant fautif et ainsi de suite. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir en notre présence l'enquêteur officiel de la TELUC, M. Petitclerc. Avez-vous un petit mot à nous dire? Oui, oui, je peux. OK. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe en gros. C'est ça, en général, c'est la personne tutrice ou le professeur qui me transmet le dossier par voie électronique ou parfois même papier, ça dépend, mais le plus souvent, c'est par voie électronique. Ce que je fais, c'est que je me mets à la place de quelqu'un qui fait partie du comité de discipline et je monte le dossier pour lui. Alors, le professeur me donne les références pour le plagiat et moi, je vais sur le net et je les sors, les extraits, un peu comme le fait les logiciels dont on a parlé hier. Alors, je les sors, je fais un dossier papier parce que c'est plus facile, c'est plus convivial pour les gens du comité de discipline. Ce qu'on voit beaucoup comme excuse des étudiants, je suis aussi chargé de demander la version de l'étudiant une fois que j'ai étudié le dossier au complet, que j'ai sorti tous les extraits qui me semblaient plagiés. Mais moi, je ne prends pas les décisions. C'est le directeur des études qui prend les décisions à savoir si le dossier va devant le comité de discipline ou pas. Alors, les choses qu'on a le plus, c'est les étudiants qui disent « je ne le savais pas ». Je ne le savais pas qu'il fallait... Puis ça, hier, on a parlé de différences culturelles. C'est vrai, mais on a aussi les gens qui n'ont pas étudié pendant 10 ans, qui ne sont pas allés sur les bancs d'école pendant 10 ans. Ils reviennent et là, ils nous disent « ben, je ne les connais plus ou je les ai oubliées, ces règles-là ». Alors là, c'est le rôle du comité de discipline qui, souvent, je pense, parce que un autre aspect qui est important dans le comité de discipline, comme le dit M. Alain, c'est un processus quasi-judiciaire, mais c'est un processus confidentiel. C'est-à-dire que moi, je ne suis jamais avisé des décisions, sauf des fois par la bande, par accident, mais c'est un processus confidentiel. Alors, ceux qu'on a le plus, c'est ceux qui disent « je ne le savais pas, j'ai mis mes références dans ma bibliographie ». En gros, ça, c'est le plus. Puis ce qu'on a aussi beaucoup, c'est les gens qui copient les travaux sur des sites comme étudier.com ou ladissertation.com. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ce sont deux sites où vous pouvez déposer un travail. Vous déposez un travail et là, vous avez le droit d'en visionner plus de 100 000 travaux. Évidemment, ils ne sont pas tous dans votre domaine, là. C'est une banque de données. Et ces sites-là sont bien protégés juridiquement. Ils ont une banque d'avocats qui leur ont fait des clauses blindées contre les institutions universitaires ne peuvent pas poursuivre ces gens-là parce qu'ils sont blindés, justement. Alors, c'est les deux principaux. Je peux vous donner des exemples de choses extrêmes parce que c'est facile, comme M. Coury le disait, ce qui est facile, c'est ceux qui sont aux deux extrêmes, ceux qui ont une bonne excuse, et ça arrive qu'il y ait des étudiants qui ont de bonnes excuses, et ceux que c'est vraiment, pour vous donner un exemple, j'ai un étudiant qui s'est inscrit à 4 cours, après 2 cours, dans 2 des cours, il a envoyé tous ses travaux la première journée de son cours. Évidemment, quand on a cherché, on a trouvé que ça venait des sites, du site La Dissertation ou étudier.com, je ne me souviens pas, c'est pas vraiment important. Mais aussi, grave erreur, c'est qu'il y avait des travaux là-dedans qui n'étaient plus demandés, qui ne faisaient plus partie du site. C'est des anciens travaux. Donc, cet étudiant-là, il est facile à détecter, puis c'est facile de faire la preuve contre lui. Mais les étudiants, par exemple, qui sont là depuis, qui n'ont pas étudié depuis 10 ans, bien, c'est facile de comprendre aussi qu'ils aient oublié les règles, qu'ils ne s'en souviennent pas, puis... Alors, dans ce temps-là, j'ai un rôle de pédagogie. Il faut que je leur explique c'est quoi le plagiat exactement, brièvement. Leur dire que prendre une idée ailleurs, même si tu la paraphrases, il faut que tu cites ton texte. Puis souvent, ils ne savent pas qu'on peut utiliser les textes des autres à condition qu'on les cite correctement. Alors, c'est un peu ça, l'œuvre de pédagogie. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui m'appellent quand je les informe qu'ils sont soupçonnés de plagiat. Et...
En gros, je ne veux pas vous voler trop de temps, M. Alain, mais en gros, c'est ce que je fais. Merci. Merci. Donc, vous voyez que le traitement des plaintes à la TELUC, c'est sérieux, et c'est comme ça dans toutes les universités, à ma connaissance. Fait que je vais continuer sur ce qui m'intéresse le plus. Bon, là, je me suis dit, là, je vous ai présenté l'état de la situation du traitement des plaintes dans les universités de façon générale, à TELUC de façon spécifique. Moi, je me suis dit, si on faisait preuve de créativité et d'innovation dans ce processus-là. Et là, j'ai fait une analogie. Il va y avoir beaucoup d'analogies dans ma présentation avec le monde de la pédagogie. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'école de Summerhill, qui existe encore, c'est en banlieue de Londres. Et le principe de ça, c'est qu'un étudiant arrive le lundi matin, puis c'est lui qui décide ce qu'il fait de sa semaine. Il va voir le directeur de l'école ou l'équivalent, puis il dit, bien là, cette semaine, j'aimerais ça construire un avion. Ah, mais là, savais-tu que quand tu vas construire un avion, il faut que tu connaisses la menuiserie. Un avion minuscule, miniature, il faut que tu connaisses les lois de la physique. Pourquoi que ça vole un avion? Pour concevoir ton avion, pour qu'il vole correctement. Le choix de tes matériaux, de la chimie un peu, parce que là, il va falloir que tu choisisses tes matériaux, etc. Donc, c'est ça l'école de Summerhill. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets d'innovation comme ça dans l'histoire de l'éducation. Montessori, holistique, etc. Et toutes ces innovations-là étaient basées sur la créativité et la passion des promoteurs de l'idée. Donc, c'est tout basé sur « et si on faisait autrement ». Donc là, on va parler de créativité, parce que vous allez devoir contribuer à mon petit projet de recherche, on peut dire, là, sur un autre regard sur le traitement des plaintes avec la feuille que je vous ai distribuée ici. C'est basé sur la créativité. Exemple, vous devez relier là, ces 9 points-là là, avec 4 barres d'une même longueur. Regardez, je prends 4 barres que je fais toutes de la même longueur comme ça. Puis les 4 barres doivent relier l'ensemble des points. Regardez, je vous le fais comme ça. Là. Regardez, prenez une première barre, vous faites ça. Deuxième barre, je fais ça. Troisième barre, je fais ça. Quatrième barre, je fais ça. Il reste un point qui n'est pas relié, ça ne marche pas. Je fais dans l'autre sens comme ça, comme ça, comme ça. Je fais ça. Il reste ce point-là qui n'est pas relié. Je fais un autre. Voyez-vous, c'est pas facile à trouver. Je vous donne la réponse. Je pourrais vous faire réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas mon intention. C'est plus vous montrer le principe qui est derrière ça. Le principe qui est derrière ça, voici la réponse. Et qu'est-ce que vous remarquez dans la réponse? On sort du cadre. La réponse existe si on sort du cadre. Fait que moi, à partir de ça, je veux vous initier à la créativité ou la petite recherche que j'ai faite là-dessus. La créativité, c'est la capacité qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau, capacité de découvrir une solution nouvelle, originale à un problème donné. Il y a plusieurs pages sur Wikipédia là-dessus, j'ai pris un extrait. Puis, il y a aussi des personnes célèbres qui ont parlé de créativité. Picasso a dit « Tout acte de création est avant tout un acte de destruction ». Le mot important, c'est « destruction ». Pour être créatif, il faut avoir le sens de la folie. Rendre le familier insolite. Exemple, un matin, quand je suis arrivé, les gens s'assoient toujours au même endroit, de jour en jour. C'est familier. J'ai fait volontairement, je me suis assis ailleurs qu'hier pour voir l'effet que ça avait sur moi de m'asseoir ailleurs, pour découvrir l'insolite, pour découvrir, même ce qui était familier, s'asseoir toujours au même endroit, qu'est-ce qu'il y a d'insolite là-dedans? L'insolite. Et puis, donc, rendre le familier insolite et l'insolite familier, c'est la base de la créativité. Et Gordon a écrit des livres là-dessus. Et la créativité suppose le courage d'abandonner ses certitudes. C'est ça la base de toute forme de créativité en peu de mots, là. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et c'est basé sur la pensée divergente. Nous autres, comme enseignants, on est plus habitués à la pensée convergente. Il y a des objectifs de formation,
les activités pour atteindre ces objectifs-là, les évaluations des performances atteintes, c'est tout concentré, c'est un regard concentré. La créativité, c'est une pensée divergente. C'est lâcher un peu notre prise sur notre connaissance déjà acquise, juste assez pour obtenir un nouvel angle de vue, une perspective inédite. Donc, il y a un célèbre joueur d'échecs qui lui disait, Garry Kasparov, qui était le champion du monde pendant plusieurs années, disait qu'il regarde sa position d'échec, puis là, à un moment donné, il est en train de jouer avec un adversaire, c'est son tour à jouer, il se retire, puis il regarde globalement le jeu, puis il essaie de le voir autrement, de voir quelque chose d'insolite dans la position pour trouver la combinaison qui va le faire gagner. Et là, on peut résumer aussi, il y a des théoriciens qui ont exploré ça, puis le schéma le plus reconnu, ça s'appelle la synectique, le nom scientifique, là, c'est rassembler des choses disparates. Comment ça fonctionne? Tu as un problème initial, le plagiat. On va l'amener dans un autre univers, éloignement créatif. Par analogie, un peu comme des romans de Harry Potter, un peu comme notre problème de plagiat, on pourrait l'amener dans le monde de l'assurance. La tricherie dans le monde de l'assurance, c'est quoi? Sur la planète Mars, ça serait quoi du plagiat? Et ainsi de suite, voyez-vous, éloignement créatif. Puis là, à partir de ton éloignement créatif, tu vas voir les choses différemment. Et là, dans ton éloignement créatif, tu peux même arriver à avoir des réponses, des solutions qui t'apparaissent. Puis là, tu te dis, bien là, ces solutions-là qui sont dans mon monde fantastique, qui sont dans un autre univers que le monde académique dans lequel je suis, y a-t-il moyen de le traduire puis de le ramener au problème initial? C'est ça le fondement de la créativité, c'est passablement ça. Donc, le principe, une démarche analogique, c'est des analogies qu'il faut trouver, où l'éloignement créatif permet de bouleverser l'ordre établi. Donc, faire réapparaître de nouveaux angles et les solutions trouvées sont retraduites subséquemment dans le domaine du problème initial. Je vais vous demander de pratiquer ça tantôt, écoutez-moi bien. Donc, ça peut être des analogies personnelles, se mettre dans la peau de la machine ou d'un produit qu'il doit inventer. Exemple, dans le domaine du plagiat, on devrait peut-être se mettre dans la peau de quelqu'un qui plagie et vivre une journée de temps, ou une semaine de temps, ou un cours de temps dans la peau de quelqu'un qui plagie, pour découvrir ce qui est d'insolite dans son univers. Analogie directe, mettre en parallèle son problème avec des solutions comparables dans d'autres domaines. Exemple, le domaine bancaire, certainement, qui ont beaucoup de surveillance de la fraude. Le domaine du sport, on entend beaucoup parler de fraude dans le monde du sport dans certains moments. Aller dans d'autres domaines puis regarder comment eux traitent ça. Supposer le problème est résolu, rêver de la solution idéale. Donc, imaginez qu'il n'y a plus de plagiat dans nos maisons d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que ça voudrait dire s'il n'y avait plus de plagiat dans nos maisons d'enseignement supérieur et quel univers ça donnerait? Analogie symbolique consiste en l'image qui résume le problème. Bien, moi, c'était mon voilier tantôt, avec la force du vent qui permet d'avancer un peu dans la direction du vent. C'est une analogie symbolique. Donc, c'est les 4 structures pour faire de la créativité. Donc, Nietzsche dit, il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Donc, la relation analogique, je passe rapidement un peu, c'est comme ça. Hein? C'est une succession, puis là, tu arrives avec un eureka. Un exemple sérieux. Il y avait un projet de construire une route à travers cette montagne-là par le gouvernement. Et puis, il y a eu des soumissions qui ont été envoyées pour construire. Puis là, les soumissions, donc les coûts de la machinerie, de la main-d'œuvre, l'approvisionnement des employés, et ainsi de suite. Puis là, ça tournait tout autour de 10 millions. Le promoteur, celui qui a mis de l'avant le projet, estimait que c'était à 10 millions. Puis ses offres de services qu'il a reçues étaient à plus ou moins 5 %, mais il y en a un qui était à 10 % de moins. Comment? Comment il a fait ça? Bien, écoutez, il a fait de la créativité. Il a dit, et si c'était sous la mer, le projet?
Puis là, il imaginait tout ce qui se passe sous la mer, des scaphandres pour des employés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Puis là, il a vu un autre univers du problème. Et si c'était souterrain, si la route, on devait la construire sous la montagne, là aussi, il a imaginé toutes sortes de choses. Puis là, ça lui a permis de voir des facettes du problème. Puis après, il a dit, et si c'était sur la Lune? Si le chemin à construire était sur une montagne, la Lune a des montagnes, c'était un chemin dans une montagne sur la Lune. Et là, il a pris conscience que sur la Lune, la gravité est beaucoup plus faible. Et si c'était sur terrain plat, et là, l'évidence il a trouvé l'évidence, c'est que quand tu construis une route en montagne, tu luttes contre la gravité. La gravité est contre toi continuellement. Est-ce que tu peux mettre la gravité, le plagiat, de ton côté? Fait que, si la gravité pouvait travailler pour nous, donc, il a fait transporter, son projet, c'était de faire transporter tout l'équipement et la main-d'œuvre au haut de la montagne et de commencer les travaux au haut de la montagne. Donc, là, je vais vous donner des petits exemples que j'ai vécus dans ma vie personnelle, mais tout le monde d'entre vous avait vécu des exemples, vous avez fait preuve de créativité dans votre vie. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que la société cherche? Bien, elle cherche des solutions originales à des problèmes. Hein? Et puis, exemple, je m'occupais d'un club d'échecs en parascolaire, puis l'intérêt des élèves baissait un peu. Puis là, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais améliorer ça? Comment rendre ça plus intéressant? Et je me suis dit, et si les pièces étaient grandes? Les pièces d'échecs étaient géantes comme les enfants, de la grandeur des enfants. Ici, les pièces étaient vivantes. Ici, les élèves étaient les pièces. Puis là, je suis arrivé, ici, j'aurais pu continuer comme ça, à un jeu d'échecs géant, et je peux vous dire que ça a remporté un grand succès, parce que les enfants qui étaient moins intéressés, mais qui avaient un sens du spectacle en eux, des artistes en eux, là, ça les a intéressés parce qu'ils pouvaient se donner en spectacle face à d'autres. Et puis, j'ai déjà enseigné je n'ai pas toujours fait preuve de créativité, là, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais j'aurais dû, en élaborant cette présentation-là, je me suis dit ça, j'ai dit, j'aurais dû faire preuve plus souvent de créativité, mais je devais enseigner à un moment donné dans ma jeunesse, comme jeune prof au cégep, là, je devais enseigner la structure interne d'un ordinateur, comment qu'une instruction est prise et traitée par un ordinateur, les différentes composantes. C'est assez abstrait pour des gens de 17 ans. Puis là, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais enseigner ça? Et si je prenais un autre moyen strictement que le texte pour enseigner ces notions-là, ici, un ordinateur était rendu vivant, ici, les composantes d'un ordinateur étaient des êtres vivants, et ici, les composantes étaient les étudiants. Vous voyez ma pensée, comment elle a évolué? Et puis, on a fait le fonctionnement d'un ordinateur sous forme d'une pièce de théâtre où chacun des élèves était une composante de l'ordinateur. L'instruction rentrait, il y en a un qui a déchiré, qui a donné à l'autre, qui a donné à l'autre, puis elle circulait comme ça. Elle circulait comme ça. Et puis là, ils ont compris la dynamique de ça, et ça a été terriblement facile après, ça a été relativement facile de leur enseigner comment une instruction est traitée par un ordinateur, microprocesseur, et ainsi de suite. Et j'ai déjà vécu un problème d'anonymat dans une classe où, prof au collégial, on recevait des étudiants, ça venait de partout dans la région de Trois-Rivières, de Shawinigan, de Latuc, on est rendu loin, des petits villages alentours. Quand ces gens-là arrivaient dans la classe, ils ne se connaissaient pas, c'était très dur de faire participer les gens. Fait que je me suis fait des ici. Ici, l'école était plus qu'une école. Ici, l'école était aussi une maison familiale. Et si j'accueillais des invités dans ma maison, ça a donné un déjeuner discussion où chacun des élèves amenait une spécialité de sa région, partageait avec les autres, et puis ça a aidé grandement à ce qu'ils se connaissent entre eux autres et créer une bonne dynamique dans la classe. Donc, c'est ici. Traitement des plaintes maintenant de plagiat. Je me suis posé des questions pour orienter mes ici. Pourquoi les étudiants commettent des actes de plagiat? Peur de ne pas réussir ou d'autres facteurs? Est-ce que les étudiants plagient parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt dans le cours? Sont-ils débordés dans le travail, famille-études? Puis là, je me suis dit, il faut sortir du cadre. Le cadre légal que la TELUC applique très rigoureusement et que d'autres universités font également, y a-t-il moyen de sortir un peu du cadre? Et puis là, je me suis dit, ici, au comité de discipline, on demandait aux étudiants les motivations qui les ont incités à plagier. J'étais là 3 ans de temps, on ne les a jamais demandé.
Et si on leur demandait le sens du plagiat pour eux, c'est pas le même sens que moi, qui a 63 ans. Quelqu'un de 20 ans, 25 ans qui plagie n'a pas le même sens du plagiat que moi. Et si on demandait aux étudiants qui ont plagié ce qu'ils auraient aimé retrouver dans leurs cours en termes de contenu, manuel de référence, travaux à réaliser, etc., si on réalisait une vidéo d'un étudiant en train de plagier, hein, si on filmait ça, là, puis qu'on diffusait ça, ça sensibiliserait bien du monde. Et si on publiait les arguments de défense des étudiants, M. Petitclerc nous a parlé de ça tantôt, il y en a toutes les sortes, là, des fois c'est drôle. Quand on a fini la réunion, des fois on se regardait avec un petit sourire complice, on avait trouvé sa défense un peu faible, là. Et puis, mais si on publiait ça, ces arguments de défense-là, pour montrer un peu comment que ça peut être un peu ridicule, la défense qu'ils invoquent. Si on montait une pièce de théâtre inspirée d'un comité de discipline, si on faisait une petite pièce de théâtre d'un comité de discipline, voici ce qui vous attend. Puis on filmait ça, puis c'était diffusé, ça sensibiliserait beaucoup de monde, je crois. Et si la sanction était de rédiger un texte pour les inciter à ne plus le plagier, et non pas une sanction annulation d'épreuves, reprise du cours, exclusion du programme, si on lui demandait d'écrire un texte sur pourquoi il ne doit pas plagier. Si la sanction était de réaliser des travaux communautaires pour l'université, les palais de justice font ça maintenant. La personne est condamnée, 240 heures de travaux communautaires. Si vous êtes à Trois-Rivières, c'est l'organisme Concept. Et tout ça, je considère que tout ça pourrait grandement enrichir le comportement de l'étudiant et de notre offre de service. Je termine en vous demandant, il me reste combien de temps? Si vous voulez bien, compléter le « et si » que vous avez devant vous. Et ceux qui veulent bien me le remettre, je vais publier vos « et si ». Est-ce que vous avez des questions? Il me reste 3 minutes. Oui. Et il faudrait vraiment penser que c'est laisser votre créativité, mais pour le traitement des plaintes de plagiat. OK. Je vais faire ça. Alors, une fois que vous aurez complété la petite feuille, on pourrait prendre une question ou un commentaire. Denis, sur le web? Pas pour l'instant, merci. Fait que si vous voulez me rejoindre là-dessus, vous avez des suggestions à me faire. Vous avez en bas de la feuille mon adresse. J'ai mis une bibliographie sélective de la créativité. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans l'application du « et si » en contexte académique et dans tous les aspects de votre vie. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mario Alain.